bienvenue à ce webinaire Perial consacré à l'ISR et à l'ESG. Vous savez que le secteur immobilier vient de se doter d'un label ISR immobilier et Perial a été une des premières sociétés de gestion à labelliser 2 de ses fonds, donc Perial Eurocarbone et PFO2, ce qui représente la moitié de la capitalisation des fonds gérés par Perial. Alors nous allons intervenir ici avec des collaborateurs Perial, mais également avec des parties prenantes qui sont présentes pour vous démontrer que chez Perial, ISR et ESG ne sont pas uniquement que des acronymes, mais que c'est une véritable conviction, une conviction que nous avons depuis longtemps, puisque nous avons lancé en 2009 PFO2, qui est une SCPI à la fois qui délivre une performance financière, mais également une performance environnementale. Je laisse le soin à Marie-Claire de vous présenter les différents intervenants donc pour pouvoir débattre sur ces sujets ISR et ESG. Merci Eric. Comme notre président l'a indiqué, le sujet de l'ESG est aujourd'hui prépondérant dans les secteurs de la finance et également de l'épargne, mais aussi dans l'immobilier. Beaucoup de choses ont été dites, faites. Nous allons aujourd'hui faire le point avec nos différents intervenants. Nous sommes ravis d'accueillir pour la première fois des invités externes. Bonjour. Bonjour. Je vais vous présenter Jacques Craveilla. Jacques, vous êtes directeur adjoint des projets immobiliers au sein de la direction immobilière du groupe Orange. Pierre Cadoret, bonjour. Bonjour. Pierre, vous êtes directeur adjoint au développement durable chez CBRE France. Et également Roman Ledoux. Roman est responsable du pôle bâtiment immobilier, chef du projet MyCO2 au sein de Carbone 4 qui va intervenir par vidéo. Du côté Perial, nous retrouvons Anne-Claire Barbery. Anne-Claire est responsable RSE et innovation du groupe Perial. Loïc Hervé, Loïc est directeur général délégué de Perial Asset Management. Et Yann Wittkok, directeur du Fund Management de Perial Asset Management. Pour commencer, une question pour Anne-Claire. Peux-tu nous faire un point sur les grands enjeux du secteur ? Alors, merci Marie-Claire. Effectivement, l'immobilier aujourd'hui est au cœur d'enjeux majeurs. Pour ne citer que les principaux, la santé, la résilience urbaine, la biodiversité, le digital, la démographie et évidemment le climat. Alors, chez Perial Asset Management, nous en sommes convaincus depuis plusieurs années déjà et nous constatons que les consciences s'éveillent de manière accélérée chez les professionnels du secteur, poussés également par des épargnants qui sont de plus en plus éclairés et engagés. Alors, en tant qu'acteurs du secteur, nous avons la responsabilité d'orienter nos activités vers des impacts positifs pour résoudre ces grands enjeux. Et c'est tout l'objet de notre politique RSE, Perial Positive 2030. Alors, concrètement, qu'est-ce que nous faisons à l'échelle du patrimoine pour gérer ces enjeux ? Tout d'abord, nous veillons à améliorer la qualité de vie de nos utilisateurs en travaillant main dans la main avec nos property managers et également dans le cadre des travaux que nous réalisons pour améliorer les paramètres de confort et de santé des utilisateurs et donc améliorer la productivité des entreprises. Nous visons également évidemment à répondre aux enjeux démographiques en investissant dans les grandes métropoles européennes pour accueillir notamment des personnes âgées, la petite enfance ou encore les étudiants. À l'échelle de la biodiversité, nous avons analysé le contexte écologique de l'ensemble des sites du patrimoine pour identifier comment nous pouvions améliorer et préserver la biodiversité localement. En termes de digital, nous digitalisons nos outils et nos méthodes de travail pour être les plus efficaces et apporter une qualité de service toujours plus efficiente à nos locataires. En termes de résilience, nous avons cartographié tout le patrimoine français sur les risques climatiques, sanitaires et sécuritaires pour ensuite identifier toutes les procédures et les améliorations que nous pouvions apporter à l'échelle des actifs pour limiter l'impact de ces risques et donc préserver la valeur de l'actif. Et enfin, évidemment, nous sommes engagés à réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre, et ce depuis 2009 sur PFO2. C'est également tout l'objet du travail que nous avons pu réaliser avec Carbone 4 pour mesurer l'empreinte carbone des parts de PFO2. Nous sommes évidemment convaincus que, comme tout acte d'achat, l'épargne doit devenir un acte éclairé et engagé, et nous y travaillons tous les jours. Et tout cela, évidemment, en garantissant une performance financière à l'ensemble de nos épargnants. Merci Anne-Claire.
Au regard de l'année 2020 inédite, est-ce que la pandémie a accéléré l'intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans les processus d'investissement, de gestion et de cession des actifs, voire de redéveloppement? Loïc. Marie-Claire, clairement, on a une accélération qui est très forte à travers cette crise du Covid. Néanmoins, comme le rappelait Eric en introduction, chez Perial, c'est une conviction ancienne et l'ESG était déjà au cœur de nos préoccupations avant la pandémie. C'est vrai qu'en cours de l'année 2020, on a fait labelliser ISR nos fonds PFO2 et Perial Eurocarbone, et à travers cette labellisation, on a défini une grille de 60 critères ESG qu'on applique aujourd'hui, et c'est un choix post-pandémie à l'ensemble de nos actifs immobiliers, ce qui permet derrière de mettre en place des équipes d'asset management extra-financiers, on va dire des chargés de développement durable, qui vont piloter l'intégralité de ces indicateurs pour suivre leur plan d'action tout au long de la chaîne de vie de l'immeuble. Très clairement, on le faisait avant, encore une fois, on le fait d'autant plus aujourd'hui. Tous les immeubles qu'on achète sont passés au crible d'une grille ESG. Ça rentre pas dedans. Si ça rentre pas dedans avec une évolution de plan d'action derrière, très clairement, on peut décider de ne pas acheter les actifs immobiliers parce qu'on croit profondément à la valeur verte et à l'émergence de la valeur verte à moyen terme. Donc, en termes de performance durable, on n'irait pas sur des actifs qui ne sont pas conformes à cette vision du monde. Après qu'on les ait achetés, bien entendu, la conduite des actifs est absolument essentielle. Et là, nos partenaires, tout d'abord nos clients, alors Orange, ici présents, sont complètement clés pour nous accompagner à travers les comités verts, à travers tout ce qu'on développe autour des annexes environnementales pour améliorer la conduite en permanence des bâtiments. Et nos property managers, donc on a CBRE également qui est présent avec nous aujourd'hui, nous accompagne. Nos mandats de property management intègrent ces 60 critères ESG de façon à pouvoir ensemble mener cette politique d'amélioration continue de nos actifs. Et enfin, quand on est au bout du sujet où éventuellement l'actif ne répond plus à cette politique-là, on peut également le céder. Si on n'a pas de possibilité de redéveloppement affirmé avec de la création de valeur sur le fonds, donc on a une politique de cession active en permanence pour optimiser la qualité et la performance de nos fonds. On a aussi, et c'est également un sujet post-crise qui est naissant, des réflexions de repositionnement des actifs, de leur résilience, voire d'évolution des usages, cette fois-ci en partenariat avec les collectivités locales, de façon à créer de la valeur au service des fonds, bien entendu, en multipliant les mètres carrés, en repositionnant les actifs sur des usages un petit peu différents, parce qu'on le sait bien aujourd'hui, les immeubles de bureaux sont en train de fortement évoluer, mais Perial Asset Management accompagne avec ses clients cette démarche d'évolution. Merci Loïc. Le changement climatique est un des enjeux majeurs à traiter. Comment la finance et l'immobilier peuvent contribuer à y répondre? La réponse de Roman Ledoux de Carbone 4. Merci Marie-Claire. Je ne reviendrai pas sur les différents enjeux qui ont été présentés très bien par Anne-Claire auparavant. Un seul chiffre, l'immobilier tertiaire en France, c'est environ 15% de l'énergie et environ 8% des émissions de gaz à effet de serre. Je m'appelle Roman Ledoux, j'ai eu la chance d'animer le pôle bâtiment pendant environ 5 ans chez Carbone 4. Carbone 4, cabinet de conseil spécialisé dans la stratégie climat, notamment des entreprises. J'ai eu la chance d'accompagner des gestionnaires de parcs sur la mise en place de stratégies carbone, qui a commencé notamment par une meilleure compréhension des consommations. J'ai vu l'arrivée d'outils intégrant de l'intelligence artificielle, capables de se connecter à des compteurs, mais également capables de lire des PDF par exemple, mais aussi l'arrivée d'outils permettant de stimuler la motivation humaine. Je pense par exemple au concours Cube qui met en compétition des équipes de différents immeubles pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. On a l'habitude de dire qu'il y a 4 engrenages pour réussir cette transition bas carbone. L'engrenage des ménages, l'engrenage des collectivités publiques, l'engrenage des entreprises et enfin l'engrenage de la finance. Et pour y arriver, il faut que ces engrenages tournent ensemble. Pour la finance, on parle beaucoup de l'épargne individuelle dans les actifs financiers qui sont, et il n'y a jamais de surprise, globalement carbonés.
mais l'impact potentiel via notamment l'effet de levier sur les actifs immobiliers est largement sous-exploité. Chez Perial, en 2020, on a donc travaillé à la mise en place d'un indicateur qui est un indicateur d'émissions réduites, à la fois passées et prévisionnelles, autrement dit des kilogrammes de CO2 réduits par euro investi. Les résultats qui prennent en compte les objectifs prévisionnels de Perial sur l'ensemble de ses actifs et pour un montant investi de 300 000 euros, d'émissions réduites d'environ 400 kg de CO2. Alors, est-ce que c'est beaucoup ? 400 kg de CO2 qui vont être des économies tous les ans, une fois qu'on a fait l'investissement de réduire les consommations, c'est environ 4% des émissions de carbone d'une personne en France, et c'est également la diminution annuelle qu'il va falloir répéter chaque année pour atteindre notre trajectoire de l'accord de Paris individuel. C'est pour cela que j'ai monté depuis 2 ans un projet qui s'appelle MyCO2, dont l'objectif est de faire le lien entre notamment les ménages et les 3 autres engrenages, collectivités publiques, entreprises et finances. J'aimerais terminer par un dernier message à destination notamment des CGP pour vous dire que vous avez un grand pouvoir entre vos mains et donc une responsabilité de donner encore plus de sens à l'épargne des citoyens. C'est une science nouvelle, bien entendu, lorsqu'on la compare par exemple à la comptabilité financière. Donc les outils arrivent, mais cela risque d'arriver vite. On va tout faire pour, notamment dans le cadre de ce projet MyCO2, qui consiste à animer des conférences interactives pour donner l'envie aux personnes, aux salariés, de comprendre et d'agir sur le carbone. Et donc, cela va arriver vite. Donc, profitez de cette opportunité business avant que cela se transforme en contrainte. Et donc, je vous souhaite une bonne réussite pour cela et une bonne journée, une bonne fin de séminaire. Donc oui, ce qu'a dit Roman est pertinent, est intéressant, d'autant plus que, compte tenu des enjeux importants et de l'ambition de Perial sur ces sujets-là, qui sont des sujets à construire, qui sont des sujets en devenir, notamment en ce qui concerne l'enjeu majeur de la décarbonation du patrimoine, nous avons besoin de toutes les parties prenantes. Ce n'est pas une mission que nous pouvons accomplir seuls, et c'est pour ça que nous avons besoin de nous entourer à la fois de consultants, mais également des parties prenantes que sont nos locataires, nos property managers, nos brokers, et bien évidemment nos conseillers en gestion patrimoine, qui sont essentiels pour la réussite des produits ISR et ESG. Merci Eric. Nous remercions à distance Roman Ledoux. Au-delà de la thématique du climat, d'autres enjeux sont à prendre en compte, comme la santé, le confort, la résilience. Pierre Cadoret, quel rôle joue le property manager ici ? Quelle est votre conviction sur le sujet ? Je rappelle que depuis peu, CBRE Property Management gère une trentaine de nos actifs en région PACA et que ce nouveau mandat intègre notamment des missions très concrètes pour la performance ESG de nos fonds. Tout à fait. Effectivement, les property managers sont en première ligne pour 2 éléments importants à l'échelle des actifs pour mener à bien les démarches, les enjeux ESG. Il y a déjà la qualité de la donnée, parce qu'il y a énormément d'informations à remonter à l'échelle des différents actifs. Dans tout ce contexte de transition énergétique, environnementale, numérique aussi. Donc tout ça, c'est des choses qui se mettent en place très activement. Et puis le deuxième levier important, je pense que c'est également la notion d'engagement des parties prenantes, avec sur site l'interaction avec l'ensemble des locataires, et puis les acteurs de l'exploitation, les mainteneurs notamment, et puis toutes les personnes qui interviennent sur l'immeuble dans le cadre des travaux d'amélioration. Il y a tout un tas de leviers à activer et à gérer et de données à suivre. Donc concrètement, effectivement, avec Perial, nous intervenons le CBRE Property Management intervient sur une trentaine d'actifs en région PACA. Donc comment ça se traduit concrètement ? Il y a, au-delà de la gestion technique habituelle, en quelque sorte, il y a quelques éléments aujourd'hui nouveaux, mais qui sont appelés à devenir une norme, finalement. Il y a donc effectivement les évaluations ESG, donc sur tout un ensemble de critères à travers des grilles que l'on renseigne sur une plateforme dédiée.
Il y a également donc, l'interaction à travers donc, des comités environnementaux ou comités énergie avec les locataires. Il y a des chartes chantiers verts, chartes chantiers à faible nuisance à déployer pour tous les travaux qui sont entrepris. Et puis du coup, derrière ça, il s'agit d'alimenter finalement les équipes développement durable de Perial avec toutes ces informations. Donc voilà, ça c'est en quelque part notre rôle. Et puis en termes de conviction, moi ce que je vois en interne, alors avec Property Management, mais aussi avec les autres lignes de métier de CBRE, c'est qu'il y a une très forte montée en compétences des différentes lignes de métier pour intégrer, pour embarquer finalement ces nouveaux enjeux ESG qui, encore une fois, demain seront normales pour l'ensemble des lignes de métier. Et puis, pour gérer, il y a beaucoup de données à traiter, beaucoup d'informations. Donc aujourd'hui, ce sont des éléments qui se structurent. Pour ça, il y a les supports digitaux qui sont là pour nous aider. La numérisation, effectivement, des process, du travail, c'est très important. Derrière, il y a encore de l'humain pour bien former tout le monde. Et puis faire en sorte que voilà, tous les outils soient traités de façon homogène. Et puis en termes d'enjeux, parce qu'il y a d'autres enjeux effectivement que le climat, on parle d'énergie qui derrière nous permettent de calculer les impacts carbone directs. Et puis derrière, il y a également l'anticipation des évolutions météorologiques à l'échelle des actifs, voir un petit peu comment les immeubles peuvent se comporter. Et puis pour m'arrêter là, un autre enjeu important, c'est être à l'écoute aussi des personnes, des locataires qui sont sur site et pour qui il y a des enjeux RSE, la responsabilité sociétale, qui du coup doivent être entendues et transmises aux bailleurs. Merci Pierre. Jacques Raveilla, je me retourne vers vous. Est-ce que ces thématiques sont regardées par les locataires ? Sur quels critères les locataires choisissent et structurent aujourd'hui leur implantation de bureaux et leurs espaces de travail? Au final, quel serait pour vous le bureau idéal ? Bel objectif, en effet. Merci Marie-Claire de me donner la parole. L'ESG, c'est une conviction pour Orange, mais c'est aujourd'hui surtout une raison d'être qui a permis en fait de définir, d'être le socle d'une stratégie et d'un plan stratégique 2020-2025 qu'on appelle Engage 2025 et qui porte des objectifs à vocation à limiter notre impact environnemental, à la fois dans notre activité business, mais également dans notre implantation immobilière et portant la réflexion sur le bureau de demain chez Orange. Donc Stéphane Richard a introduit dans les statuts d'Orange, du groupe Orange, 95 000 personnes en France, donc après consultation de l'ensemble des salariés qui ont répondu à peu près à 50%. Donc a été défini et introduit dans nos statuts une raison d'être qui est assez forte. Orange est l'acteur de confiance qui donne à chacune et à chacun les clés d'un monde numérique responsable. Cette raison d'être prend encore plus de sens dans le cadre de la crise de la pandémie que nous vivons aujourd'hui. Tout simplement, je dirais dans notre activité à la fois personnelle et professionnelle, rester connecté. Mais elle a permis en fait de s'inscrire comme un socle sur le plan stratégique qui a été également défini par Stéphane Richard et le conseil d'administration l'année dernière, qui est le plan Engage 2025, et qui définit des engagements et des objectifs très ambitieux pour le groupe, mais que l'on souhaite volontaires. Et c'est ça qui est intéressant dans cette démarche. Donc c'est viser, il y en a 3 principalement, viser la neutralité carbone d'ici 2024, atteindre moins 30% d'émissions de CO2 en valeur absolue en 2025, avec année de référence 2015, et également atteindre un niveau d'utilisation d'au moins 50% d'électricité renouvelable d'ici 2025. Alors, ce plan stratégique, ces objectifs s'inscrivent donc dans l'activité business qui sont développés par toutes les entités du groupe et toutes les structures. Orange France, 75 000 personnes en France,
à travers des actions de recyclage, de réutilisation de mobiles, d'ouverture en fait du réseau à tous, mais également sur le plan immobilier et au sein de la direction immobilier groupe, nous avons une réflexion pour décliner ce plan Engage 2025 qui s'inscrit sur des axes forts, qui est toujours de limiter notre empreinte immobilière en rationalisant nos actifs, notre occupation en termes d'actifs immobiliers. Cette démarche a été engagée depuis 10 ans, mais elle s'accentue à travers des choix de sortie d'immeubles petits, peu rationnels, consommateurs en termes d'énergie, pour aller sur des actifs tels que Bridge, qui fait l'actualité, mais aussi des actifs développés par votre groupe, Perial Développement, New Orleans, 6500 m² qui seront livrés d'ici la fin de l'année, qui sont en fait des actifs modernes, rationnels, efficients. Évidemment, l'efficience sur SUBL, SUBL aménageable a vocation à être portée à 95% pour les occuper pleinement, travailler sur la densification de ces immeubles, tout en privilégiant le bien-être des collaborateurs à travers des aménagements dynamiques qui sont développés sur nos immeubles. Mais également, on va privilégier des immeubles à fort niveau de certification, HQE Bâtiment Durable 2016, sur un passeport excellent, avec des cibles particulièrement sur lesquelles nous sommes sensibles, qui sont la gestion des fluides, les équipements, des labels de performance énergétique, PBCF Énergie 2017, également des équipements techniques tels que la GTB, R2S classe A 2 étoiles. Voilà. Donc l'idée, c'est d'arriver à faire un parc immobilier moderne, efficient, je dirais frugal en termes de consommation d'énergie et d'émissions de gaz de CO2. Travailler sur le digital pour accompagner, je dirais, les collaborateurs, les équipes de maintenance pour superviser ces actifs les plus modernes. Voilà. Merci Jacques. Éric, en complément? Oui, l'intervention de Jacques est précieuse et intéressante puisque Orange est à la fois locataire et puis également un client, puisque nous considérons les locataires comme des clients chez Perial et que nous avons à être à l'écoute de nos clients et que dans cette démarche que nous avons engagée, il est fondamental à ce que nous puissions travailler, encore une fois, avec les parties prenantes, les property managers, mais également les locataires. Alors, puisque les enjeux qui sont ambitieux et qui correspondent à nos fonds, notamment cette stratégie de décarbonation des patrimoines, ne peut se faire qu'avec l'usage et l'engagement de nos locataires. C'est ce que nous essayons de faire et c'est ce que nous allons continuer à faire, à la fois sur le plan environnemental, mais également sur le plan sociétal, puisque nous avons aussi amélioré le confort des collaborateurs qui sont présents dans nos immeubles, l'hygiène qui est un sujet d'actualité prégnant en ce moment, et puis également un autre sujet d'actualité, puisque le bureau est en pleine révolution. On réfléchit à l'heure actuelle à ce que sera le bureau de demain, en y intégrant le télétravail. Et là aussi, nous devons écouter nos locataires, et nous les écoutons sur ce que sera le bureau de demain, les nouveaux usages, de manière à pouvoir adapter nos immeubles donc, aux exigences de nos locataires. Merci Éric. Pourrions-nous avoir une illustration concrète? Alors, je me tourne vers Anne-Claire. On ne va évidemment pas énumérer les 500 immeubles de notre patrimoine, mais quel immeuble incarnerait la parfaite intégration des critères ESG? Alors, c'est pas forcément évident. Effectivement, il n'y a pas un immeuble qui peut capitaliser tout ça, mais effectivement, déjà, on a commencé par noter en fait, chacun des actifs selon cette grille de critères, de 60 critères ESG, pour aboutir à une note sur 100 et surtout faire évoluer cette performance extra-financière. C'est d'ailleurs une des exigences du label ISR, c'est de pouvoir, pour des fonds Best in Progress, faire améliorer la performance ESG globale sur 3 ans de manière significative. Ce qui est intéressant ensuite, si on souhaite regarder un peu plus dans le détail sur certains cas d'actifs, ce qu'on peut constater, c'est que sur certains actifs, que ce soit PFO2, mais aussi sur d'autres fonds, dans le même temps, on peut constater une réduction de la consommation d'énergie et une valorisation de l'actif.
avec des chiffres significatifs, ce qui démontre que finalement, toute la réflexion qu'on met en place depuis 2009, notamment avec PFO2, à savoir de réduire les consommations d'énergie et d'eau en travaillant sur les leviers avec les property managers et avec les locataires, donc sur la partie exploitation, maintenance et usage, ne réduit pas la performance de l'actif, au contraire, permet aussi de l'améliorer. Pourquoi ? Parce que c'est en lien avec l'ensemble des réglementations, mais aussi l'ensemble des besoins de nos locataires. Donc, on anticipe tous ces besoins-là depuis 2009. Et c'est ce qu'on réussit à démontrer aujourd'hui, c'est que performance ESG et performance financière sont corrélées positivement. Merci Anne-Claire. On constate finalement que sur toute la chaîne de valeur, l'ESG est prise en compte. Propriétaire, property manager, on l'a vu avec CBRE, locataire, on l'a démontré chez Orange. C'est une vraie démarche pour un propriétaire de piloter une intégration ESG en mettant en cohérence toutes ces parties prenantes. Cela demande un effort conséquent, des méthodologies et des outils qui sont co-construits avec des experts comme Carbone 4. Comment tous ces critères trouvent écho dans notre gestion ? Est-ce qu'on peut dire que la performance ESG est source de résilience pour les fonds, Yann ? En fait, je pense qu'on peut même aller plus loin. Effectivement, elle est source de résilience pour nos fonds, mais elle est également source de performance de performance pour demain sur nos fonds. C'est une conviction forte chez Perial. C'est ce qui fait qu'on a mis en place toutes ces mesures. Et on peut prendre un exemple qui est l'exemple de PFO2 pour commencer. C'est vrai que depuis 12 ans, à sa création, on avait vraiment des questions sur oui, mais vous mettez ça en place, réduction des 40% des consommations d'énergie, mais ça va coûter très cher. Et on a démontré que c'était le contraire, puisque si on regarde les performances, par exemple, depuis 5 ans de PFO2, on est largement au-dessus du benchmark des SCPI de bureau. Je vous rappelle qu'on a fait 4,50 de rendement sur PFO2 l'année dernière, alors que le benchmark fait 4,08. Donc non seulement ça ne coûte pas plus cher, mais on est persuadé que c'est quelque chose de primordial, parce qu'effectivement, ça vient créer de l'attractivité pour les locataires. On a vu l'exemple des locataires qui sont de plus en plus intéressés par ce genre de sujet. Investir dans des sujets, c'est assurer la résilience de la SCPI. Et c'est là où c'est pas vrai que pour PFO2. On cite souvent l'exemple de PFO2, mais c'est vrai pour l'ensemble de nos véhicules, puisque pour nos 4 SCPI, PF Grand Paris, PFO2, PFO et PF Hospitalité Europe, l'ensemble des critères dont parlait Anne-Claire auparavant, l'ensemble des 60 critères sont analysés systématiquement pour les acquisitions. Les actifs sont notés et donc au-delà de ces performances environnementales, sociétales et de gouvernance, je pense que ce qui est important, c'est l'approche de la société de gestion et comment on gère nos actifs au service de nos locataires pour créer de la performance pour nos porteurs de parts. Merci Yann. Merci à tous pour cet échange riche. Illustration donc que cette thématique parle à beaucoup de monde. On va passer à la partie questions-réponses. On a reçu beaucoup de questions auxquelles on va répondre dans les prochaines minutes. Première question pour Anne-Claire. Le récent label ISR est-il fiable ? Alors oui, Marie-Claire. Le label ISR est fiable. Pourquoi ? Parce qu'il a été revu, donc le référentiel, la première version datée de 2015-2016, il a été revu en 2020 pour intégrer justement les fonds immobiliers. Ce volet-là, sur la partie immobilière, a été co-construit à la fois par des experts du secteur, piloté par l'ASPIM, revu par l'AMF, revu par la direction du Trésor. Et à chaque étape, on s'est assuré que le référentiel était robuste et justement évitait les écueils potentiels de greenwashing. Donc c'est très important. Après, il est fiable. Pourquoi ? Parce que les conditions d'éligibilité des fonds au label sont très exigeantes, notamment celle d'intégrer dans les documents réglementaires un objectif quantitatif extra-financier mesurable et significatif, de pouvoir améliorer la performance ESG du fonds, j'en ai parlé tout à l'heure, et de pouvoir aussi animer l'ensemble des parties prenantes. Et ça, c'est un pilier qui est intéressant, c'est-à-dire que le label valorise le fait de pouvoir échanger avec à la fois les locataires, les épargnants, l'ensemble en fait, des acteurs de la chaîne de valeur pour vérifier que tous ces acteurs-là sont bien engagés dans le même sens pour atteindre les objectifs de performance extra-financière.
Et évidemment, comme toute labellisation ou toute certification, pour le label ISR, ce label est obtenu suite à un audit réalisé par un auditeur issu d'un organisme accrédité par le COFRAC, audit qui est réalisé annuellement et donc qui est vraiment très robuste dans son processus. Merci Anne-Claire. Deuxième question, quels sont les freins pour déployer plus largement les critères ESG aujourd'hui? Loïc? Le sujet essentiel, c'est la data. Parce que quand on rentre sur ces sujets-là, on a parlé de 60 critères ESG, 500 actifs immobiliers, donc c'est 30 000 indicateurs qu'il faut remonter du terrain. Il y a ceux qu'on peut remonter nous-mêmes, il y a ceux qui dépendent des locataires en place. Alors, il y a des locataires qui sont très partie prenante, comme Orange. Il y en a, c'est un peu plus compliqué. Et ça nécessite justement d'une mobilisation de toute la chaîne, à commencer par les property managers sur le terrain, de façon à aligner l'ensemble de nos intérêts sur ces sujets de remontée de data. La data, elle est essentielle parce qu'au-delà du simple constat immédiat, c'est bien entendu les plans d'action qu'on veut mettre en place à 3 ans pour faire progresser nos immeubles, pour créer de la valeur qui sont importants. 60 critères ESG, j'en prends un seul, c'est celui qui est évident, qui vient à l'esprit de tout le monde sur la consommation énergétique des bâtiments. Sujet d'ailleurs qui doit être intégré à compter de septembre 2021 pour respecter le décret tertiaire dans une nouvelle plateforme digitale. Et ce n'est pas un sujet simple, on a pu l'expérimenter depuis plus d'une dizaine d'années sur PFO2, mais aujourd'hui, chez Imperial Asset Management, on a des équipes vraiment robustes pour alimenter ce type de plateforme. Et je pense que c'est un avantage concurrentiel très fort de nos fonds d'avoir cette capacité à remonter, à traiter la data de façon à construire les plans d'action, encore une fois, tous ensemble, avec nos clients locataires sur le terrain et avec nos property managers. Peut-être Pierre, pour rebondir? Oui, effectivement, la donnée, on l'a déjà évoqué un petit peu plus tôt, c'est très important. Peut-être qu'actuellement, en termes de, on peut appeler ça un frein, mais il y a une certaine hétérogénéité dans les types de données, d'un actif à un autre. Il y a des données disponibles qui sont très différentes. L'automatisation de la donnée, ce n'est pas encore répandu partout. Donc il y a une hétérogénéité à ce niveau-là. Au niveau des attentes RSE des entreprises, il y a un certain nombre de grandes entreprises ou d'entreprises qui sont déjà très engagées et qui ont des attentes fortes quant à ce qu'on leur met à disposition en termes d'espace de travail. D'autres qui sont encore très loin d'être rentrés dans cet univers. Et puis au niveau des données, quand on regarde aussi au niveau pan-européen, encore une fois, on converge tous vers quelque chose de similaire, mais on a aujourd'hui encore des informations qui vont différer d'un pays à un autre, des pratiques. Je pense par exemple aux déchets ou d'un pays à l'autre. Aujourd'hui en Europe, on est encore dans des situations assez différentes. Donc aujourd'hui, c'est un frein. Le contexte, de toute façon, réglementaire, même technologique, et en termes d'attente, il est mouvant. Donc on a encore quelques années, je pense, pour s'adapter et voir si finalement un consensus en sort, ou si finalement plusieurs approches différentes peuvent avancer en parallèle, ce qui pourrait aussi être intéressant pour rester innovant, que tout le monde ne soit pas forcément dans un cadre unique, mais que chacun pousse finalement les enjeux ESG à sa manière. C'est aussi intéressant. Merci Pierre. Jacques, est-ce que vous avez également identifié des freins? Oui, absolument. Alors les freins, ils sont de volets techniques et humains. Donc technique, on y répond en enrichissant les immeubles à travers, je l'ai dit tout à l'heure, des GTB R2S, classe A, 2 étoiles, en construction, mais également en exploitation, en rajoutant. Donc ça nécessite un investissement de quelques milliers d'euros, mais avec un retour, un ROI aussi qui est intéressant. Donc ça vaut le coup d'investir sur la technique, sur les immeubles. Et puis il y a le frein humain. Le frein humain sur une méconnaissance, donc ça s'inscrit également dans le cadre pour y répondre à des travaux de formation, de sensibilisation. Au niveau de la direction immobilier groupe, on a tous passé un certificat RSE, donc sur du e-learning, mais qui permet de sensibiliser. Travailler également sur l'ensemble des apports que les collaborateurs doivent s'inscrire sur une démarche RSE, je dirais comme le Colibri, qui participe à sauver la forêt amazonienne. Et donc, c'est des formations sur l'économie circulaire et l'intégrer sur toute notre démarche et notre activité professionnelle sur ce thème-là, par exemple, dans le cadre d'une journée ou d'une année de travail.
Merci, Alors, Jacques. Après, c'est vrai que ce que je peux rajouter, c'est, si vous me le permettez, voilà, c'est travailler aussi avec des partenaires, donc avec des property managers, des facility managers, qui ont aussi des niveaux de formation performants, enfin intéressants, pour pouvoir travailler en partenariat avec nos bailleurs sur l'échange d'informations et se dire qu'est-ce qu'on va faire dans le cadre des comités de pilotage qui s'inscrivent dans les baux verts pour qu'est-ce qu'on investit, qu'est-ce qu'on doit faire pour encore s'améliorer et participer, je dirais, à notre objectif de SG et de RSE, tant côté bailleur que preneur, mais en partenariat constructif. Merci. Ce label, dernière question, ce label, ces critères vont-ils permettre d'attirer, comme on lit dans la presse, l'épargne des Français? Est-ce une motivation supplémentaire d'investissement pour les Français? Éric, pour conclure? C'est une très bonne question et qui est essentielle. C'est que nous, chez Perial, nous travaillons pour justement, au-delà des performances financières, c'est des performances extra-financières. On en a largement débattu lors de ce webinaire. Et donc, c'est aussi donner du sens à son épargne. Ça, c'est à nos clients et à nos clients conseillers en gestion patrimoine de l'apprécier. Nous travaillons sur ce sujet-là et notre vision chez Perial du label ISR immobilier, c'est avant tout de revenir aux fondamentaux de l'immobilier. L'immobilier est au cœur des transformations sociétales que nous connaissons. On est en plein bouleversement à l'heure actuelle, notamment avec, bien évidemment avec la pandémie, mais également avec des nouveaux usages qui émergent. Et c'est aussi de remettre la fonction essentielle de l'immobilier qui est d'héberger. On a fait de l'immobilier depuis 20 ans un produit financier avec succès. On voit le succès des CPI, qui sont des produits extrêmement compétitifs. Et il est important aussi de revenir à ces enjeux fondamentaux et pour lesquels Perial a toujours conservé cet ADN immobilier. Et donc Perial est bien positionné justement pour projeter l'immobilier et nos fonds immobiliers vers le XXIe siècle et vers cette nouvelle façon de pouvoir voir l'immobilier et de considérer que les performances extra-financières d'aujourd'hui feront les performances financières de demain. Donc tout est lié. Merci Éric. Merci Marie-Claire. Nous arrivons à la fin de cette table ronde. Grand merci une nouvelle fois à toutes et à tous, ici présents et derrière vos écrans. Nous espérons que ce débat vous a plu et vous a donné des éléments de réponse pour appréhender ce sujet passionnant qu'est l'ESG. Les équipes commerciales se tiennent bien évidemment à votre disposition pour répondre à toutes vos questions supplémentaires. N'hésitez pas et à très bientôt. Prenez soin de vous.